Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission Infocam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à Infocam, lancement de la campagne de financement du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. La municipalité de Saint-Pacôme annonce sa nouvelle stratégie culturelle. Et finalement, la Fondation André Côté vous invite à son concert bénéfice. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de la saison d'automne 2016 d'Infocam avec son tout nouveau décor. Ça fait changement, n'est-ce pas? Dès vendredi prochain, c'est le coup d'envoi des Journées de la culture. C'est à la municipalité de Saint-Alexandre qu'auront lieu les activités principales sous le thème « La musique, un air de famille ». Plusieurs activités au menu, dont la présentation du film Esprit de cantine, une messe musicale, un concert hommage à Félix Leclerc, un récital Il était un air par Sophie Poulain de Coval et Nathalie Clément, et j'en passe. Il y a quelques semaines déjà, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation a lancé sa campagne de financement. Le musée s'est donné plusieurs objectifs à atteindre afin de concrétiser leurs nombreux projets. Dernièrement, cet hiver, on lançait le nouveau nom du musée, donc on devenait officiellement le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. On annonçait également qu'on allait avoir des projets importants qui vont se mettre en branle pour réaliser notre nouvelle mission reliée à l'agriculture et l'alimentation. Mais pour réaliser les projets, on a besoin de fonds. Et donc, pour nous aider dans ces fonds-là, le musée a décidé de lancer une campagne de financement qui vise à récolter 125 000 afin de participer au programme du ministère de la Culture qui s'appelle Placement Culture, pardon. J'avais un petit blanc. Donc, Placement Culture, qui va faire en sorte que pour chaque dollar amassé, le gouvernement va rajouter 2 $. Donc, ça nous donne une subvention directe. Si on va chercher 125 000, c'est un objectif que le gouvernement nous donne, donc 250 000 250 000 qui doit être placé dans une fondation. Au bout de 2 ans, cependant, on va pouvoir reprendre et les intérêts et le capital, dans le fond, du 250 000 pour réaliser nos différents projets. Le 125 000 qu'on va avoir amassé en contrepartie va devoir être placé, mais les intérêts vont rapporter aussi pour les activités courantes du musée. Donc, ça va nous permettre de nous aider dans la poursuite de notre progression dans nos activités, dans nos projets. En même temps, on veut également recruter 150 membres, que ce soit des membres familles, individus, étudiants ou corporatifs. Et pourquoi? Bien, c'est que ce membership-là va permettre de prouver du côté du ministère le réel ancrage dans la communauté du musée, dans le fond, pour montrer qu'on est sérieux, mais deux, qu'on est également réellement ancré dans notre communauté, que les gens croient en l'importance de notre mission, croient en ce qu'on propose. Et donc, c'est ce qu'on vise avec cette campagne-là. La campagne de financement vise aussi l'adhération des membres, mais aussi, j'imagine, vous allez proposer différentes activités pour cette campagne. Oui, on va avoir différentes activités. Tout bientôt, à la mi-octobre, on va avoir le banquet des récoltes, entre autres. On va avoir également une activité de dégustation un peu plus tard en février. Comme vous le remarquez, c'est des activités reliées à l'agroalimentaire, une recette gagnante. Donc, on reste dans la thématique. Pourquoi? Bien, on veut évidemment faire en sorte de promouvoir en même temps notre mission d'éducation, notre mission aussi de faire valoir de ce terroir, de ces gens passionnés qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire et qui font de gros efforts pour promouvoir leurs produits. Mais on va essayer de les aider un peu en même temps en se mettant en valeur lors de nos activités de financement.
Vous avez 5 porte-paroles pour cette campagne de financement. Quel est leur rôle à ces 5 personnes? Ces 5 personnes-là vont nous aider dans le démarchage, dans les contacts. Ces 5 personnes qui ont beaucoup de liens dans le monde agroalimentaire, justement. Certaines personnes plus connues que d'autres auprès du grand public. Je pense notamment à Hélène Raymond, qui a été longtemps à Radio-Canada, qui est journaliste, écrivaine, animatrice également, qui va faire aussi l'animation lors du banquet des récoltes. Mais on a également le président du musée, qui est maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, donc Rosaire Ouellette. On a Paul Julien, qui est au Centre financier aux entreprises de Desjardins, dans le secteur agroalimentaire. On a M. Denis Lévesque, qui est président du conseil d'administration du groupe coopératif Dinaco, donc une entreprise très présente dans le domaine et qui est lui-même producteur et maire de Mont-Carmel. Et M. Gilles Martin, qui est producteur également et président du CDBQ. Donc, tous des gens qui œuvrent dans le domaine, là. C'est une campagne de financement qui va durer combien de temps? En fait, l'objectif est d'essayer d'avancer le plus possible d'ici la fin de l'année financière, donc le 31 mars. Si il nous manque des sommes, on peut quand même étirer. Dans le fond, du côté du gouvernement, on n'a pas de limite. C'est juste que si on veut l'avoir le plus rapidement possible, il faut réussir à atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Donc, mais on a bon espoir, ça devrait bien aller. On sent quand même un certain engouement, un intérêt pour le secteur. Comme on disait, on est les seuls dans toute la région à avoir une mission pan-québécoise unique, à savoir l'agriculture, l'alimentation. On commence à avoir d'ailleurs des contacts avec d'autres musées dans d'autres régions du Québec. On parlait cet hiver justement de l'exposition qui est présentement au musée de Charlevoix, où on a collaboré. On est en train de préparer une exposition sur les 400 ans de l'histoire porcine, de présence porcine au Québec aussi, qui va être présentée dans différentes régions. On a des discussions avec d'autres musées pour des projets futurs aussi. Donc, tranquillement, pas vite, les gens dans le milieu savent qu'on est présent, c'est notre mission à nous et sont intéressés à travailler avec nous là, pour des projets en lien avec leur mission, mais qui peut refléter là, des volets de la nôtre, là. La municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie est maintenant propriétaire de la chapelle de la Grève ainsi que son presbytère. Voici tous les détails de cette transaction. La municipalité de Saint-Denis est maintenant propriétaire de la chapelle de la Grève et du presbytère. Qu'est-ce qui a amené cette transaction? Ce qui a amené cette transaction, c'est qu'il y a eu une modification également, comme Monseigneur Yvon-Joseph Moreau l'a mentionné tout à l'heure lors de la conférence de presse, en l'effet que, comme il y avait moins de personnel, il a fallu qu'ils prennent la décision, aux autres, d'enlever les différents services religieux qu'il pouvait y avoir ici. Donc, à ce moment-là, il y avait une opportunité pour la municipalité de pouvoir s'en porter acquéreur à ce moment-là. C'était important pour la municipalité de garder en vie ces 2 bâtiments. Ah, c'est important parce que la vie communautaire ici à la Grève a toujours tourné autour de ça. C'est un bâtiment qui date de 1944. Donc, la vie communautaire a toujours tourné autour de la chapelle. Si vous le regardez, c'est pratiquement au centre de tout le milieu de la villégiature qui existe ici. Il y a de plus en plus maintenant d'habitants réguliers qui demeurent ici à la Grève. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est un plus, c'est un must pour la municipalité de pouvoir acquérir ça puis de continuer à la faire vivre. Mais justement, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur des 2 bâtiments? Quelle sorte d'activités on va retrouver? Ah, là, il y a un comité qui va être formé là-dessus. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a au moins 2 élus qui vont siéger sur le comité. On va regarder les différents types d'activités qui se prêteraient bien à l'endroit, mais dans le respect également de l'ensemble de l'entourage également. Puis, pour ce qui est du presbytère, le presbytère était depuis plusieurs années en location par des gens qui venaient l'été. Pour l'année 2017, bien entendu, les gens qui ont manifesté le désir de revenir, on ne leur dira pas de ne pas revenir chez nous, c'est un beau coin. Pour la suite des choses, le comité fera des recommandations et on verra pour la suite. Parfait. Et en terminant, M. Dallaire, le montant de cette transaction? Bon, le montant, c'est un peu spécial. C'est une transaction un peu spéciale. Tout ici, le presbytère, le terrain ainsi que la chapelle, c'est une évaluation municipale de 300 100 $. Il y avait déjà eu une première au lac des Plaines, dans le coin de Saint-Cyril, où la diocèse avait accepté pour un montant de 10 % en notant qu'il gardait la vocation communautaire et sociale.
Nous avons fait une offre dans ce sens au diocèse. Ils ont regardé notre offre. Ils l'ont, heureusement pour nous, acceptée. Donc, la transaction est au montant actuellement de 30 100 $, ce qui représente 10 % du montant de l'évaluation municipale. Advenant le cas qu'un jour, la municipalité déciderait de ne plus s'en servir à des fins communautaires, sociales et municipales, elle devra, à ce moment-là, débourser la différence, soit 270 000 $ au diocèse. J'imagine que ce n'est pas dans vos projets futurs. On ne l'a pas acheté pour redonner par après. C'est une belle collaboration qu'on a eue de leur part. On est super contents qu'ils aient accepté ce genre de choses-là. On va continuer de la faire vivre et soyez assurés que ça va continuer d'être un lieu recherché et visité. Qu'est-ce que ça représente pour l'Église Sainte-Anne, la vente de la chapelle et le presbytère? Bon, ça représente d'abord un détachement pour les gens qui venaient ici célébrer leur foi tous les dimanches depuis plus de 72 ans. Hein? Bon, et en même temps, c'est une joie de voir une belle collaboration avec la municipalité de Saint-Denis et de voir que par ce biais, cet édifice va garder une vocation encore communautaire, qui sera plus religieuse, mais une vocation communautaire qui va contribuer, je dirais, au mieux vivre des villégiateurs qui viennent ici à la grève de Saint-Denis. Alors, c'est intéressant de ce côté-là. Oui. Ça donne aussi une deuxième vie à nos bâtiments religieux. Oui, vous avez pleinement raison. C'est une deuxième vie que je trouve intéressante pour cet édifice. Oui. La municipalité de Saint-Pacôme a convié la presse afin de dévoiler sa toute nouvelle stratégie culturelle. La municipalité s'est dotée de ce plan afin de faire des choix éclairés et de bien soutenir adéquatement les artistes qui proposent des projets. Aujourd'hui, c'était la présentation de la stratégie culturelle qui a pour titre « La culture au cœur de nos vies ». Vous parlez de 2 axes dans votre stratégie. Quels sont-ils? Le premier axe autour duquel les différents défis sont articulés, le premier, c'est la promotion de la lecture avec la Société du roman policier et la Bibliothèque Mathilde Massé. Ça nous est apparu naturel. Et le second, c'est le patrimoine. On dit souvent de Saint-Pacôme que c'est un musée à ciel ouvert. Alors, c'était évident pour nous qu'il fallait que les actions tournent autour de ces 2 grands piliers-là. Vous avez proposé plusieurs projets, mais il y en a quand même qui sont réalisés. Quels projets vous avez réalisés dernièrement? Bien, c'est-à-dire qu'autour des 5 défis que la stratégie campe, il y a des objectifs particuliers, puis il y a déjà des projets qui sont en cours de réalisation qui s'inscrivent dans la stratégie. En fait, la stratégie, c'est un plan qui nous aide à organiser l'action, qui des fois, nous aide à discriminer les propositions qu'on reçoit de l'extérieur. Puis là, le comité culture fait des recommandations à la municipalité, puis la municipalité dit oui ou non. Alors, dans les choses qui ont été réalisées, bien, d'abord, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, qui s'inscrivaient naturellement. Il y a eu les Euroquestries, je pense que c'est le premier exemple qui vient, promenade en Kamouraska. Il y a eu l'installation d'Émilie Rondeau, celle de Caroline Beaulieu. Alors ça, c'est des exemples. Il y a eu aussi tout le projet de réaménagement du Belvédère qui aurait pu être un projet centré sur le panorama uniquement, mais on a ajouté une dimension culturelle avec une exposition temporaire, puis avec le projet Fil Rouge. Donc, c'est des choses qui sont déjà réalisées, puis qui vont peut-être se bonifier avec le temps, là, mais donc, ou se continuer, mais c'est des exemples concrets. Et pourquoi c'est important pour la municipalité de Saint-Pacôme de se doter d'une stratégie culturelle? Je pense que c'est vraiment pour s'aider à organiser l'action culturelle, pas juste être dépendant des opportunités ou des propositions qui arrivent les unes derrière les autres, pour essayer de se donner un plan pour réussir à faire ce qu'on veut faire. Eh bien, le faire dans le temps, ça nous est apparu comme un outil essentiel. Il y a une politique culturelle à la MRC. Il fallait que celle de la stratégie de Saint-Pacôme s'inscrive là-dedans. Mais c'est vraiment un outil de travail, puis c'est un outil de communication aussi. Ça dit aux gens, c'est important pour la municipalité de Saint-Pacôme de travailler en culture. Il y a des projets qui émergent de ça, puis voilà. Je pense que c'est comme ça que c'est ça l'importance que ça a. Vous avez parlé tout à l'heure du projet Le Fil Rouge. Je ne peux pas passer à côté du prix que vous avez reçu. En fait, la municipalité de Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, vous particulièrement. J'imagine que c'est une fierté là, pour vous. C'est vraiment une fierté. Puis bon, quand vous dites vous, là, c'est vraiment l'entreprise que je représente qui est Parcours Fil Rouge. On est vraiment très fiers parce que c'est une entreprise jeune, naissante. Et on est associé à ce projet-là depuis le début, comme Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, après 1 an et demi d'existence, à peine d'être reconnu comme ça dans
je dirais, un environnement important. C'est très impressionnant de voir les prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Il y a des projets fantastiques dans toutes les catégories. Nous, on était dans une catégorie réservée aux municipalités et MRC. Alors, d'être reconnu dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est une fierté. Ça nous aide à continuer parce qu'on est une petite entreprise à but non lucratif. Alors, des fois, il y a des journées qu'on trouve un petit peu plus ardues, mais ça nous donne le petit coup de pouce là, qui va peut-être nous permettre d'aller plus loin. Vous parlez que ça vous aide à continuer parce que le fil rouge n'est pas terminé. Il va y avoir d'autres municipalités qui vont s'associer à vous. Alors, il y a d'autres municipalités qui sont déjà associées à nous. La Pocatière, en particulier, termine son circuit actuellement. Il y a d'autres municipalités intéressées. On est en train, donc, d'essayer de vendre, de proposer notre projet aux autres municipalités du Kamouraska puis à certaines autres de l'extérieur. Mais on est dans une phase de transition, là, entre maintenant où on propose puis le moment où tout ça se fait. Il y a quand même un espace de temps là, où il faut que l'organisation survive pendant ce temps-là. Donc, c'est des beaux défis, mais je pense que le prix qu'on a eu, là, ça nous encourage. C'est un projet qui intéresse les gens. C'est surtout un projet qui parle de ce qu'il y a de particulier dans une municipalité et qui n'est pas dans l'autre. C'est donc quelque chose qui traite les particularités locales et c'est ça, je pense, la grande différence avec Fil Rouge. On peut penser aussi que la municipalité trouve que c'est important, la culture ici en région. C'est tellement important, puis j'arrête pas de dire, j'ai une phrase que j'ai entendue dernièrement, elle vient pas de moi, là, mais je trouve ça beau. On n'attire pas de touristes chez nous dans un désert. Donc, il faut avoir des attraits, il faut se rendre intéressant, il faut avoir... Et il y a des gens, il y a des artistes chez nous, il y a des artisans qui habitent le milieu, qui sont méconnus. Donc, tout ça, si on se met tous ensemble, puis qu'on développe ça, puis qu'on fait émerger ça, ça va être extraordinaire. Mais on a un beau projet qui est Fil Rouge, là. C'est le sentiment d'appartenance que les gens ont autour de ce projet-là, de dire « Wow, à Saint-Pacôme, il y a eu ça ». Il y a des gens qui ont marqué notre histoire propre ici à Saint-Pacôme, pas nécessairement qui ont marqué le Québec, mais à Saint-Pacôme, oui. Puis on apprend ça avec ces panneaux-là qui nous racontent ça. Alors, les enfants qui sont à l'école, qui habitent Saint-Pacôme, découvrent ça en même temps, puis ils font « Wow ». Donc ça développe un sentiment d'appartenance puis une belle fierté aussi. Puis ça, c'est important. Oui, la culture, c'est important à Saint-Pacôme. On a une superbe bibliothèque dans un lieu enchanteur. Alors, il faut la développer davantage. Il faut que les gens s'approprient les lieux. Et puis, je me dis, on est sur la bonne voie, là. Oui. Vous avez parlé de fierté. Vous avez reçu en juin dernier un prix, le prix Aménagement 2016. Qu'est-ce que ça veut dire, ce prix-là? Oh, c'est une belle récompense. Écoutez, on a investi quand même 35 000 en haut. Le paysage était là, le lieu était déjà beau, mais il n'était pas convivial, il n'était pas accueillant. Donc ça, c'était vraiment... On parle du belvédère en haut. Du belvédère de la Croix, bien sûr. Donc pour nous, c'était, comme je vous disais tantôt, on n'attire pas de touristes dans un désert. Bien, c'était d'être capable d'accueillir les gens, les touristes, mais les gens de chez nous aussi, pour aller voir ce beau paysage-là, mais de pouvoir faire un pique-nique, amener leurs enfants, amener leurs amis, leur famille. Donc, cette récompense-là est venue rapidement, parce qu'on y a cru dès le début, nous. Alors, on s'est dit, oui, on investit un certain montant d'argent, parce qu'on n'a rien pour rien dans la vie, mais on trouvait que c'était vraiment un minimum à investir pour avoir tant de beauté, pour pouvoir profiter de ça. Et la récompense est arrivée tout de suite. On a présenté le projet. Et puis, ils ont trouvé ça aussi extraordinaire que nous, sinon plus. Donc ça me réjouit vraiment beaucoup. Donc, la stratégie culturelle s'échelonne jusqu'en 2020. Donc, on peut s'attendre à plein de surprises de la municipalité de Saint-Pacôme. Plein de surprises, plein d'initiatives. Puis, on est ouvert aux idées des gens qui habitent ici, qui ont des idées puis qui veulent concrétiser leurs projets. Le conseil municipal est là. Il y a le comité culture qui travaille aussi. Donc, tout est là. La table est mise. La Fondation André Côté invite la population à son 9e concert bénéfice qui aura lieu le 16 octobre prochain, toujours dans la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière. Cette année, c'est le 9e concert bénéfice de la Fondation André Côté. Tout d'abord, parlez-nous du concept de ce concert. Oui, dans le fond, ce concert-là, c'est unique en son genre, je dirais même au Québec, parce qu'il permet d'honorer 21 personnes qui sont décédées d'un cancer ou d'une maladie incurable dans le Kamouraska. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une pièce dédiée par personne. Quand on y va, donc, au concert, c'est vraiment, une telle personne a sa pièce, sa propre pièce, et ça permet un moment d'intériorité là, pour la famille.
Et cette année, à quoi qu'on peut s'attendre comme concert? Ah, bien, ça va être très diversifié. Hein? Le concert, c'est vraiment... On y va avec les familles. Qu'est-ce que eux... C'est sûr qu'on a un chœur qui a un répertoire à suivre, mais on a autant du populaire que du classique. Fait qu'on va passer autant des chansons de Mario Pelcha à Ginette Renault que des chansons plus typiques qui vont être très classiques. Donc, mais des classiques souvent que les gens connaissent comme Amazing Grace, là. Parfait. Et est-ce que vous avez un objectif à atteindre cette année? Bien, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir plus de 500 personnes au concert. Souvent, chaque année, bien, c'est autour de 400. Dans les dernières années, on a eu 400, 450 personnes. Oh oui, je pense qu'avec la conférence de presse qu'on a fait aujourd'hui, avec le lancement de Papillon, on vient toucher le cœur des gens. Je veux que les gens comprennent c'est quoi aussi le sens de ce concert-là. Et oui, j'espère vraiment atteindre notre objectif. Justement, tu as parlé du lancement de Papillon. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous avez fait ce concept-là aujourd'hui? Oui, bien, c'est tout nouveau. Après réflexion, parce que la Fondation, le logo, c'est un papillon. Le papillon prend son envol. Ça symbolise la métamorphose. Donc, comme on accompagne les gens autant en maladies incurables, cancer et fin de vie, donc c'est la métamorphose. Même dans la maladie, il y a une métamorphose qui se produit, comme le papillon. Donc, c'est un peu ça qu'aujourd'hui, on a voulu symboliser par cet envolé-là. Chaque papillon représentait une personne qui va être honorée. Donc, je pense que c'est un moment qui était empreint d'émotion. Je suis encore touchée par ça parce que ça, pour moi, puis je crois que pour les familles aussi, ça représentait un moment de chaleur, de rappel important pour les gens qui nous ont quittés, là. Je disais, ouais, c'est ça, j'allais rajouter juste une petite chose, tu sais, que je disais aux familles, puis j'ai eu un rappel tantôt. Tu sais, il y a des papillons qui se dépêchent, qui vont vite, vite, vite partir, puis d'autres qui restent. Je pense que, tu sais, il y a une symbolique à travers tout ça, puis c'est beau. Et parlez-nous de votre président d'honneur cette année, M. Yves Lebel. Pourquoi vous êtes allé chercher M. Lebel cette année? Ah, bien, M. Lebel, il est quand même... Il est au courant au niveau de la Fondation. Il connaît nos activités. Il s'est déjà impliqué. Donc, je pense que... la formule concert plaisait beaucoup à M. Lebel quand je l'ai approché. Puis c'est pour cette raison-là qu'il a accepté. Il voit qu'au niveau de la Fondation, lui-même perdu son père d'un cancer, donc il a été accompagné par des gens. Il voit l'utilité des services de la Fondation, tout ce qu'on peut faire pour ces familles-là. Et c'est entre autres pour cette raison-là qu'il a été choisi comme président d'honneur. Et en terminant, c'est important de mentionner que tous les fonds recueillis lors du concert vont aller dans les services directement de la Fondation André Côté. Oui. Ça, c'est important, là. Justement, on en offre plusieurs services, là. Puis on a tendance à vouloir élargir. On grandit la Fondation. Ça fait seulement 7 ans qu'on existe. Donc, c'est sûr qu'on est appelé à offrir des nouvelles choses dans les prochaines années. Ça, c'est certain. Prochains mois aussi. Il y a des choses qui s'en viennent. Fait qu'on est très, très contents. Et nos activités, après le défi vélo, quoi espérer de mieux qu'un beau concert? C'est nos 2 activités principales. Puis je pense que ça va bien fonctionner cette année. Maryse Pelletier, merci beaucoup. Bien, merci à toi. C'est ainsi que se termine la première émission de la saison. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Kamouraska Chrysler est fier partenaire de l'émission InfoCam. Kamouraska Chrysler, 225 Avenue Patry, à Saint-Pascal. 418-492-3432.